Il remplit sa besace de ce qu'il croit être des sortes de pinsons, de gros becs, de roitelets et de merles. Après 5 semaines dans les Galapagos, le Beagle fait escale dans d'autres ports du Pacifique avant de faire voile pour la Grande-Bretagne. À bord, Darwin commence à classer les innombrables spécimens qu'il rapporte de ses 5 ans de voyage. Ce n'est que de retour chez lui qu'il comprend la valeur de sa récolte. Un ornithologue lui révèle que tous les oiseaux qu'il a rapportés sont en fait des variations d'un même groupe. Les oiseaux collectés aux Galapagos représentaient en fait 13 espèces de pinsons. Darwin a été induit en erreur car en apparence, ils n'ont rien en commun. Certains ont un bec gros et dur, d'autres un bec long et fin. Tout dépend de l'île sur laquelle ils vivent. Mais pourquoi y aurait-il des espèces légèrement différentes, sur des îles différentes, dans la même région du monde? Darwin repense aux tortues des Galapagos. Elles aussi présentaient des variantes selon leur île d'origine. Son cerveau entre en ébullition. Petit à petit, ses réflexions s'organisent. Il décrit ce processus comme une émeute mentale, un courant de conscience. Il griffonne des notes à mesure que les idées lui viennent. À la fin, tout converge pour former une grande idée. Le naturaliste se rend compte que pour une raison indéterminée, les espèces changent. Au début des temps, un seul type de pinson devait exister aux Galapagos. Mais au cours des âges, il s'est diversifié en de nombreux autres, dotés de becs différents. De même pour les tortues, dont une seule espèce a sans doute donné naissance à plusieurs, avec des carapaces adaptées à leur habitat. Darwin met le pied en terrain dangereux. À l'époque, on tient pour acquis que Dieu a créé toutes les espèces. Or, ce que Dieu a créé ne peut être que parfait et immuable. Darwin répliquait, « Non, pourquoi Dieu s'embêterait-il à créer des pinsons légèrement différents sur ces îles qui se ressemblent toutes ?» Pour lui, l'opinion la plus répandue manque cruellement de logique. Et ce n'est que le début de la révolution darwinienne. Le naturaliste étudie ensuite les fossiles qu'il a collectés en Amérique du Sud. Le premier est celui d'un paresseux géant. L'autre, celui d'un énorme animal proche du tatou. Ces animaux ont disparu, mais il existe des paresseux et des tatous de petite taille dans les régions qu'il a traversées. Que peut-il en déduire ? Il lui est apparu qu'ils se ressemblaient. Par conséquent, ce qu'il avait exhumé étaient des ancêtres fossilisés des animaux présents à l'époque en Amérique du Sud. C'est une preuve de plus que les espèces changent. D'une façon ou d'une autre, les géants préhistoriques ont dû se transformer en animaux plus petits, semblables à ceux qu'il connaît. Mais Darwin va faire une autre découverte qui va l'amener encore plus loin. À l'époque victorienne, les scientifiques se passionnent pour l'étude de la vie au stade embryonnaire. Le développement d'une cellule microscopique en un être parfaitement constitué a toujours été considéré comme une merveille de la nature.
Un embryon qui se développe sous vos yeux, c'est le plus grand miracle qui existe. Il n'y a pas photo. Darwin apprend dans ce domaine des choses qui le stupéfient. Les embryons de serpents présentent de petites protubérances osseuses, ébauches de pattes qui ne se sont jamais développées chez l'adulte. Cela signifie-t-il que les serpents descendent d'un animal à pattes? Il découvre que les baleines qui n'ont pas de dents à l'âge adulte en ont au stade embryonnaire. Ces dents ont disparu avant leur naissance. Darwin en déduit que les baleines descendent d'animaux dotés de dents. Cependant, ce sont les embryons humains qui emportent sa conviction. L'examen au microscope fait apparaître de petites fentes de part et d'autre du cou. On trouve exactement les mêmes chez les poissons. Chez ces derniers, elles se transforment en ouïes, tandis que chez les hommes, elles forment les osselets de l'oreille moyenne. N'est-ce pas là l'évidence que l'homme descend du poisson? Darwin a eu une idée d'une audace incroyable, l'arbre de vie qui relie toutes les espèces. Ça voulait dire que si on remontait assez loin dans l'arbre évolutionnaire de l'homme, on trouverait les poissons. Et si on remontait assez loin dans celui des oiseaux, on trouverait les dinosaures. Des créatures qui ne se ressemblaient pas du tout pouvaient en fait avoir un lien étroit. Personne n'y avait pensé avant Darwin. Voilà qui pourrait expliquer la grande diversité animale. À partir d'un ancêtre commun et avec le temps, de génération en génération, les espèces peuvent changer radicalement. Certaines acquièrent de nouvelles caractéristiques physiques, certaines en perdent. Ainsi, un type d'animal peut se transformer en un autre, complètement différent. Ce concept, Darwin l'appelle la descendance avec modification. Mais une question se pose. Pourquoi? Pourquoi les animaux changent-ils? Darwin cherche des pistes et les trouve là où il les attend le moins. Chez les chiens. Grands, petits, gros, hauts sur pattes. Les Britanniques les ont toujours adorés. Et l'Angleterre victorienne vit une véritable histoire d'amour avec eux. Même Sa Majesté en est folle. Cette passion ne s'est jamais démentie, surtout chez les scientifiques. Heidi Parker en témoigne. Le plus intéressant avec les chiens, c'est leur variété. Leur taille va de celle d'une marmotte à celle de Léonberg, comme Zépi, qui est presque aussi grand qu'un daim. Si c'était le cas chez les humains, certains ne seraient pas plus hauts que des poupées. Darwin pense que ces écarts ne sont pas dus au hasard. En les sélectionnant, les éleveurs accouplent des chiens porteurs de caractéristiques physiques différentes pour créer de nouvelles races. Darwin était intrigué par le travail des éleveurs. Ils sélectionnaient les chiens pour leur taille ou leur silhouette et parvenaient à changer la race. Le whippet, par exemple. Conçu pour chasser le lapin, il a été créé en appariant des lévriers, pour leur vitesse, avec des terriers, bons chasseurs de petits gibiers. Mais alors, se dit Darwin, se peut-il qu'une sélection similaire ait lieu dans la nature sans intervention humaine? La sélection naturelle expliquerait-elle la grande diversité de la vie? C'était génial. Il est parti de quelque chose de connu, l'élevage des animaux,
et a expliqué qu'il se passait la même chose dans la nature, mais à un rythme plus lent et sans contrôle humain. Comment ce processus peut-il se produire de lui-même? Le problème pousse Darwin à observer la nature d'un œil neuf. Dans l'imagerie sentimentale victorienne, les gentils agneaux font bon ménage avec les lions. Darwin, depuis son voyage sur le Beagle, a une autre vision. Il sait que la nature est sauvage. Que chaque animal lutte désespérément pour survivre et que l'issue inéluctable est la mort. Dans la nature, le taux de mortalité est effroyable. Et au-delà du nombre, c'est souvent une mort horrible. Pourtant, au milieu de cette violence, Darwin distingue un schéma. Il a montré que la nature est un champ de bataille où règne une concurrence acharnée et que ce combat féroce, comme il le décrit, est un processus créatif. Ce que Darwin a compris, c'est que les animaux qui survivent sont ceux qui sont le mieux adaptés à leur environnement. Certains supportent des climats extrêmes. D'autres sont des machines à tuer d'une efficacité redoutable. D'autres encore peuvent se camoufler pour échapper à leurs prédateurs. Mais comment cette vision réaliste de la nature explique-t-elle les pinsons des Galapagos et leurs becs de formes différentes d'une île à l'autre? Est-ce pour eux un moyen de survie? La taille et la forme du bec des pinsons des Galapagos varient parce qu'il leur sert d'outil. Certains oiseaux préfèrent manger des graines très dures, qu'ils doivent broyer. Il leur faut donc un bec comme cette pince, et c'est celui que possède le Géospiz agrobec. Sur une île où l'oiseau se nourrit exclusivement de graines difficiles à ouvrir,